Et tout de suite, BFM Politique avec vous, Sibeth Ndiaye. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes en direct depuis votre bureau. Je ne vous vois pas, mais j'imagine qu'on va vous voir dans un instant. Je voulais également présenter mes excuses aux téléspectateurs, puisqu'on vous a vu il y a un instant en train de fumer une cigarette, ce qui était le cas. Et vous ne saviez sans doute pas que vous étiez à l'antenne et que ça n'était que quelques secondes avant la prise d'antenne. C'est donc demain que commence progressivement la levée du confinement. Est-ce que tout est prêt? C'est la question qu'on va vous poser dans un instant avec à mes côtés David Doucan, bonjour. Bonjour Apolline. Du Parisien aujourd'hui en France et Edwige Chevrillon. Bonjour Edwige. Bonjour Apolline. BFM Bonjour, Business. Sibeth Ndiaye, demain, cette levée progressive du confinement. La vraie question, c'est est-ce qu'on est prêt? Une grande partie des Français n'a toujours pas reçu de masque. Un exemple, à Paris, pour recevoir son masque gratuit, il faut aller sur le site internet de la mairie, il faut télécharger un document, puis se rendre dans les pharmacies. On est dimanche, la plupart des pharmacies en plus sont fermés. Et puis ensuite, seuls certains transports en commun vont être en mesure de distribuer des masques. Pour autant, on est censé être obligé d'en avoir dans les transports. Et la secrétaire d'État, Agnès Pannier-Runacher, avait commencé à dire hier que si on n'avait pas de masque les premiers jours, au fond, il y aurait une tolérance. Bref, je vous repose ma question. Est-ce qu'en toute conscience, vous pouvez nous dire qu'on est prêt ? Nous avons, depuis plusieurs semaines, aux côtés du chef du gouvernement, Édouard Philippe, fait tout pour que ce déconfinement soit rendu possible à partir de demain. C'est une nouvelle étape qui s'ouvre, c'est une étape qui sera progressive. Et pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la disponibilité de masques, nous avons fait en sorte de multiplier les points de distribution, que ce soit dans les commerces, dans les bureaux de tabac, dans la grande distribution, également dans les pharmacies. Et nous avons aussi souhaité que 10 millions de masques soient distribués dans les transports pour ceux qui n'auraient pas pu s'en procurer. Ce seront 4,4 millions de masques qui seront disponibles pour la seule Île-de-France, de manière à ce que ceux qui n'auraient pas pu s'en procurer et devraient malgré tout prendre les transports en commun puissent en avoir à disposition également. Mais alors soyons clairs pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, Sibeth Ndiaye, on fait comment pour avoir un masque? On voit que dans certaines petites villes, dans des villages, ils sont carrément apportés chez vous par la poste ou par le personnel municipal. Dans les grandes villes, on a l'impression que ça va être la jungle. Que doit-on faire pour se procurer ces fameux masques ? Comme je vous le disais, nous avons fait en sorte que ces masques soient disponibles dans des points de vente et donc les Français pourront se les procurer, je vous le disais, dans les bureaux de tabac, dans les pharmacies, en grande surface. Pour les personnes qui sont les plus vulnérables, notamment d'un point de vue économique, nous mettons à disposition des préfets 5 millions de masques par semaine. Ils s'appuieront évidemment sur les collectivités locales, sur les centres communaux d'action sociale notamment, pour que ces masques parviennent à ceux qui ne pourraient pas s'en procurer parce qu'ils n'en ont notamment pas les moyens. Oui, puisque on le sait, on estime à 9 € par mois et par personne le budget pour s'équiper en masques. Et vous pensez que ce chiffre de 5 millions de masques pour nos concitoyens les plus défavorisés suffira à compenser ? Eh bien, écoutez, ça, c'est la distribution que l'État effectuera. Nous nous sommes également engagés à payer les collectivités locales à hauteur de 50% d'un prix de référence les masques qu'elles seront elles-mêmes amenées à distribuer. Donc, nous avons fait, je crois, un effort qui était considérable pour que ceux qui peuvent se les payer puissent les acheter et ceux qui n'en ont pas les moyens puissent en bénéficier de manière gratuite. Sibeth Ndiaye, l'autre question, évidemment, c'est de savoir comment se faire tester. Ça, c'est un des points très importants. Pour limiter, évidemment, cette épidémie, il faut savoir qui est contaminé, qui ne l'est pas, qui l'a été, qui ne l'est pas. Sur les tests, parce que ça sera des tests PCR, donc des tests qui uniquement seront capables de dire si vous êtes ou pas aujourd'hui contaminé. Comment ça va se passer? Est-ce que tout le monde pourra être testé? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éclaircissements, peut-être ? Alors de manière très pratique pour que les Français comprennent bien ce qu'il convient de faire. Dès lors que vous présentez des symptômes, vous devez vous adresser à votre médecin. Ça peut être en présentiel puisque les cabinets médicaux vont pouvoir rouvrir progressivement. Ça peut être également par téléconsultation. Vous consultez un médecin. Ce médecin, considérant vos symptômes, décide de vous prescrire un test virologique qui permet de savoir si oui ou non, à l'instant où vous faites le test,
vous êtes atteint du coronavirus. Ces tests, vous pourrez les effectuer dans des laboratoires privés, dans des laboratoires publics, puisque nous avons fait en sorte justement que l'ensemble de ceux qui peuvent faire ces tests puissent les effectuer dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire pour les laboratoires. Et dès lors que vous êtes testé positif, votre médecin vous interroge d'abord sur votre entourage proche pour savoir quelles ont été les personnes avec qui vous avez été en contact. Il rentre tous ces éléments dans un fichier et ensuite ce sont les équipes de l'assurance maladie qui prennent le relais, qui appellent les personnes avec qui vous avez été en contact, qui mènent en quelque sorte une enquête sanitaire de manière à prévenir ceux qui sont susceptibles d'avoir été contaminés par vous, malheureusement. Et à ce moment-là, on leur propose de se mettre à l'isolement et elles n'effectuent le test qu'au bout de 7 jours parce que le consensus scientifique estime que c'est aux alentours de 7 jours après le contact que vous avez eu avec une personne contaminée qu'on a le plus de chances de trouver la présence du virus au moment d'un test PCR. Et puis après, il y a évidemment la stratégie d'isolement à votre domicile ou le cas échéant dans un centre dédié. Notre objectif est de passer au fond d'une stratégie de confinement où personne ne devait sortir à une stratégie d'isolement où tous ceux pour lesquels on soupçonne qu'il puisse y avoir une contamination restent chez eux pour ne pas propager la maladie davantage. Juste encore une question, est-ce que vous avez une idée de combien de personnes, combien de tests vont être utilisés? Et puis l'autre question, c'est de se demander pourquoi pas des tests sérologiques, parce que là, pour savoir si vous l'avez eu ou pas. Alors, pour savoir combien de tests vont être effectués pour ce qui est des tests virologiques, nous nous sommes basés sur les modélisations qui nous étaient proposées notamment par l'Institut Pasteur pour savoir à combien de cas nouveaux il fallait s'attendre. Nous estimons à peu près que nous aurons aux alentours de 3000 nouveaux cas par jour, ce qui signifie, avec la masse des cas contacts à tester également, qu'il faut un peu plus de 500 000 tests disponibles par semaine. Nous avons une marge de sécurité et nous avons fait en sorte de pouvoir tester jusqu'à 700 000 personnes par semaine. Donc ça, c'est un nombre considérable qui montre la montée en puissance de notre capacité de test sur le territoire national. Pour ce qui est des tests sérologiques, aujourd'hui, il n'y a pas de consensus scientifique parmi les différentes sociétés savantes pour savoir exactement quelle pourrait être leur doctrine d'utilisation. Nous avons évidemment fait en sorte d'avoir des tests qui soient homologués pour que dès lors que nous aurons une doctrine que nous pourrons mettre en œuvre, cela puisse être utilisé. Mais d'ores et déjà, vous le savez, nous avons fait des études populationnelles pour avoir une évaluation du nombre de personnes qui avaient été contaminées en France depuis le début de l'épidémie. Il y a une question derrière les tests, c'est la question du traçage, vous l'avez dit. On va ensuite tester les cas contacts. On a vu l'exemple cette semaine en Dordogne. Il a fallu une semaine complète pour réussir à remonter l'arbre de tous les contacts. Il y avait une solution que vous avez évoquée qui était cette application qu'on aurait sur nos téléphones, qui s'appellerait Stop Covid. On en est où? On nous parle du 2 juin. Est-ce que ça a encore un sens? Et finalement, là-dessus, est-ce que vous êtes prêts? Alors, il faut bien comprendre, au fond, la manière dont on remonte les chaînes de contamination. Il y a d'abord un travail humain qui est énorme, qui va être réalisé par les médecins, ceux qui seront en contact avec des patients qui présentent des symptômes du Covid et qui sont testés positifs. Ensuite, il y aura évidemment les équipes de l'assurance maladie. C'est au minimum 3000 personnes. On peut même monter jusqu'à 5000 en cas de besoin. Évidemment, les équipes des agences régionales de santé. Et le cas échéant, nous aurons également à disposition, c'est ce qu'organisent aujourd'hui les préfets, c'est ce qu'ont organisé les préfets avec les collectivités locales, des cellules d'appui qui vont venir accompagner ceux qui seront à l'isolement. Donc on a aujourd'hui toute une chaîne humaine qui va permettre au fond de tester et d'isoler les personnes qui auront été contaminées. Mais cette application, vous nous en avez parlé, il y a eu des débats à l'Assemblée nationale qui ont été organisés là-dessus, et finalement c'est demain qu'elle serait éventuellement utile, et elle n'est pas là. Alors cette application, en fait, il faut la vivre comme un complément parce que lorsque vous connaissez les personnes avec qui vous avez été en contact, vous pouvez donner leur nom, le cas échéant, leurs coordonnées. C'est donc des personnes que vous connaissez. En revanche, imaginons que vous soyez, par exemple, au supermarché, que vous ayez été malheureusement trop près de quelqu'un et que vous ayez été susceptible de la contaminer sans que pour autant vous ne la connaissiez. C'est là qu'intervient l'application Stop Covid. Dès lors que nous aurons eu la preuve de son efficacité, c'est ce que nous sommes ce que nous allons pouvoir tester à partir de la semaine prochaine. Vous avez un doute? Et dès lors que nous aurons... tant qu'on ne l'a pas essayé, on ne peut pas savoir. C'est un peu comme pour tous les essais thérapeutiques qu'on est en train de mener. Mais nous souhaitons avoir une application qui soit
Bien sûr, nous souhaitons avoir une application qui respecte un certain nombre de lignes rouges. Moi, je ne connais pas dans le détail ce que respectent ou pas les applications qui sont mises en œuvre dans d'autres pays. Nous voulons l'anonymat des données, nous voulons une conservation qui soit limitée dans le temps, nous voulons qu'il puisse y avoir toutes les assurances que nous respections bien le règlement européen de protection des données. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, avec d'autres pays européens d'ailleurs, l'Allemagne, la Suisse notamment, développer une application qui nous soit propre, qui soit aussi open source. Alors ça veut dire que en fait le code de l'application sera accessible par les gens qui techniquement s'y connaissent, pour vérifier d'ailleurs que tout ce que nous disons comme lignes rouges sont bien respectées. Et dès lors que nous aurons pu tester cette application, vérifier qu'elle fonctionne bien, ce sera un complément qui pourra être utile dans la recherche des chaînes de contamination. Mais ça veut dire qu'on peut éventuellement envisager, ou en tout cas vous envisagez, que finalement ça ne marche pas et que donc on abandonne complètement cette idée. Moi, je me place plutôt dans la perspective optimiste du fait que cette application devienne un complément utile pour remonter les chaînes de contamination. Mais le gros du travail sera effectué de manière humaine, avec un fichier qui a été mis en place dans le cadre de la loi sur la prolongation de l'état d'urgence qui a été adoptée au Parlement en fin de semaine et qui nous permettra, je l'espère, de remonter correctement ces chaînes de contamination pour justement limiter la propagation de l'épidémie. Ouais, enfin, on a le sentiment tout de même que l'application elle sera prête une fois que l'épidémie sera repartie. Tant il semble que ce soit long de la mettre en application. C'est étonnant tout de même, Sibeth Ndiaye. Pas du tout, pas du tout. Je pense au contraire que les Français nous sauront gré d'avoir pris le maximum de précautions pour que cette application réponde à la fois aux besoins sanitaires qu'elle peut remplir et en même temps soit protectrice de nos données personnelles. Moi, je crois que c'est important parce que c'est aussi un outil tel qu'on n'en a jamais utilisé dans notre pays, qu'il puisse y avoir un débat public, politique sur le sujet et que donc nous soyons certains à la fois qu'elle marche d'un point de vue technique et qu'en même temps, elle réponde à toutes les questions qui peuvent se poser en matière de liberté publique. Alors Sibeth Ndiaye, je voudrais vous parler d'un sujet qui préoccupe la quasi-totalité de nos concitoyens, c'est l'école. Je lis ce matin dans la presse le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, se satisfaire du fait qu'à partir de demain, 50% des professeurs seront à pied d'œuvre. Je ne comprends pas, Sibeth Ndiaye, pourquoi c'est pas 100%? Est-ce que seulement 50% des caissières sont allées sur le front? Est-ce que seulement 50% des policiers sont allés travailler pour faire respecter le confinement? Que se passe-t-il avec les profs en ce moment, Sibeth Ndiaye? Alors, c'est très simple. Nous avons souhaité protéger les enseignants au même titre que l'ensemble de la population française. Et les mêmes directives s'appliquent pour les enseignants que dans n'importe quel autre métier, que vous soyez caissière, que vous soyez policier. Si vous êtes une personne qui a un profil vulnérable du point de vue des symptômes du Covid, parce que vous seriez susceptible de développer une forme grave du Covid, et bien vous ne devez pas retourner travailler. 50% du corps professoral a un profil vulnérable? Il y a à la fois des gens qui sont vulnérables, des gens qui vivent avec quelqu'un de vulnérable et donc qu'on veut aussi protéger. Et effectivement, il y a à peu près la moitié des enseignants qui seront présents demain pour accueillir les élèves. Bon, c'est surprenant parce que vous savez que beaucoup de parents, peut-être est-ce votre cas d'ailleurs, ont reçu en région parisienne notamment, mais pas seulement, des mails de la part de la maîtresse ou de la directrice de l'école pour les décourager, pour leur donner toutes les raisons du monde de ne surtout pas renvoyer leurs enfants à l'école dès demain et même en réalité jusqu'en septembre si c'était possible. Est-ce que vous trouvez ça normal, franchement, que les maîtresses, les maîtres, les professeurs, les directrices d'école nous envoient à nous parents des mails pour nous dire il ne faut pas renvoyer les enfants à l'école? C'est très surprenant tout de même. Je crois surtout qu'il y a une volonté de la part des personnels de l'éducation nationale d'expliquer avec beaucoup de détails en quoi consistera l'école une fois la reprise effectuée. Et donc il est tout à fait normal, et je crois que les parents l'attendent, d'avoir le maximum d'informations sur comment les journées vont se dérouler. Dans mon cas personnel, j'ai sur mes 3 enfants un seul qui pourra retourner à l'école à partir de jeudi prochain, c'est à Paris. Et donc on a eu des explications sur comment allait se dérouler sa journée, comment les choses allaient se passer de manière très concrète, très opérationnelle, et je pense que les parents ont envie de savoir et que les personnels de l'éducation nationale ont eu à cœur d'expliquer avec beaucoup de détails comment les choses allaient se passer pour pouvoir rassurer au maximum les parents qui souhaitent renvoyer leurs enfants à l'école.
Vous nous dites ce matin, Sibeth Ndiaye, les professeurs, dans leur immense majorité là, de l'éducation nationale, ils sont motivés là, pour la reprise des cours, pour accueillir les enfants, pour mettre en place le dispositif sanitaire, certes contraignant, certes difficile, mais il y a la motivation là dans le corps professoral pour relever ce qui est en réalité un défi, celui de faire reprendre l'école dès le mois de mai. Moi, je crois surtout que quand on est enseignant, c'est par vocation. C'est parce qu'on a envie de transmettre un savoir. On a envie de participer à former les futures générations de notre pays. Et donc, je crois très profondément que les enseignants ont à cœur de bien faire. Ils l'ont démontré dans la période qui vient de s'écouler, celle du confinement, parce qu'ils ont dû apprendre en un temps record à faire l'école à distance. Ils ont fait montre de beaucoup d'inventivité pédagogique pour permettre aux élèves de continuer à recevoir leur enseignement, même si c'était à distance. J'ai la profonde conviction qu'ils sauront faire de même. Le ministre de l'Éducation nationale a dit, vous savez, que notre priorité n'était pas forcément de terminer coûte que coûte les programmes pour chaque niveau scolaire, mais bien de remettre en contact les élèves dans une dynamique de réussite éducative, en particulier pour ceux qui ont le plus de difficultés. Sibeth Ndiaye, vous restez avec nous dans un instant. On poursuivra ce BFM politique, notamment autour de la question de la reprise économique. Les chiffres de la récession en France sont pires qu'ailleurs. On verra comment est-ce qu'on peut s'en sortir. À tout de suite. Et on poursuit tout de suite ce BFM politique avec vous, Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. David. Oui, Sibeth Ndiaye, votre collègue Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État au transport, vient de dire à l'instant qu'il y aurait une tolérance à partir de demain et pendant 3 jours dans les transports en commun si nos concitoyens ne sont pas en capacité de produire l'attestation de l'employeur qui doit leur permettre de justifier qu'ils prennent les transports en commun à l'heure de pointe. On sent que vous rechignez à utiliser la contrainte dans ce déconfinement. Est-ce que vous ne prenez pas un risque énorme, au fond, Sibeth Ndiaye? C'est celui de faire confiance au civisme, à notre capacité, à nous Français, à nous Gaulois, si j'ose dire, à s'autodiscipliner. D'abord, je veux souligner que dans la période précédente, celle du confinement, lorsque dans les premiers jours, il y avait ces fameuses attestations qui étaient nécessaires pour sortir de chez soi, il y a eu aussi de la tolérance. De la tolérance tout simplement pour faire de la pédagogie. Et c'est ce à quoi se sont astreintes les forces de sécurité intérieure dans notre pays pour faire comprendre aux Français de quoi ils avaient besoin, en quoi c'était nécessaire. Nous avons donc au fond la même vision des choses dans les premiers jours du déconfinement. Il faut accompagner les gens pour qu'ils aient le temps de s'organiser. Il faut faire de la pédagogie. Il y aura évidemment des sanctions, des amendes qui seront mises. Évidemment, la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais moi, je crois très sincèrement, vous savez, les Français ne sont pas des enfants. Et donc, ils ont aussi la même volonté que n'importe qui, la même volonté que celle de l'État de se protéger soi-même pour protéger les autres. Donc, je crois que nous pouvons leur faire confiance et ne pas être systématiquement dans l'infantilisation des pères fouettards. Il ne s'agit pas du tout d'être dans cette relation-là, bien au contraire. Le confinement a démontré qu'il était extrêmement bien respecté dans une très grande majorité par nos compatriotes. Il n'y a pas de raison qu'ils ne sachent pas faire aussi bien pour le déconfinement. Sibeth Ndiaye, la grande question, bien sûr, c'est de ce déconfinement, c'est l'impératif économique, c'est comment faire que la récession économique ne soit pas si dramatique. En même temps, il y a des chiffres qui sont tombés la semaine dernière qui sont un peu inquiétants parce que la Commission européenne qui a montré que la France était la lanterne rouge de la zone euro, c'est-à-dire que dans la zone euro, la moyenne de la récession est de l'ordre de -3,8 et puis nous, on est à -5,8. La grande question, c'est qu'est-ce qui a déraillé? Pourquoi? Parce que sur le plan de la gestion sanitaire, on ne peut pas dire qu'on est mieux géré que les autres, loin s'en faut. Et en même temps, sur le plan économique, on voit que c'est aussi une catastrophe. Comment est-ce que vous expliquez ça? Qu'est-ce qui a déraillé finalement? Alors d'abord, je voudrais qu'on arrête d'être dans l'autodénigrement permanent. Avant le début de la crise, la France avait une croissance qui était supérieure. La France, avant le début du déconfinement, avant le début du confinement, avait des fondamentaux économiques qui étaient très bons. Nous avions une croissance qui était meilleure que la moyenne de la zone euro. Nous avions réussi à amorcer une décrue de notre déficit public puisqu'il s'est installé à la hauteur inférieure à 3%. Et donc, nous avons eu un confinement qui a été très bien respecté.
préservés. Nous avons eu peut-être des secteurs économiques qui ont été plus arrêtés que dans d'autres pays, mais je veux aussi rappeler l'effort considérable qu'on a réalisé depuis 2 mois maintenant pour soutenir l'économie française, avec le chômage partiel, avec l'aide aux petites entreprises et ce fameux fonds de solidarité, pour que le rebond soit plus facile. Pour que le rebond soit plus facile, et je veux le dire parce que si aujourd'hui nous avons, grâce au chômage partiel, préservé des emplois, c'est autant d'efforts en moins qu'il faudra réaliser pour la suite. Si nous avons réussi à faire en sorte qu'il y ait des entreprises qui soient soutenues à la bonne hauteur, que ce soit pour les grandes entreprises et surtout et de manière vraiment très ciblée pour les petites entreprises, c'est ce qui nous permettra, je l'espère, d'avoir un rebond qui sera plus facile demain. Donc oui, nous savons qu'il y aura une crise économique majeure. Elle ne touchera pas que la France. Elle touchera toute l'Union européenne et malheureusement le monde entier. De l'économie française. Est-ce qu'il y a un risque d'écroulement de l'économie française, comme l'a dit du reste le Premier ministre Édouard Philippe? Oui, vous l'avez souligné, le Premier ministre a exprimé cette crainte pour expliquer au fond que nous étions sur une ligne de crête entre à la fois préservation sanitaire pour éviter que la contamination ne continue à se propager et en même temps préservation sociale, préservation économique, préservation sociétale si j'ose dire, car nous avons vu que le confinement avait amené à une augmentation des violences intrafamiliales, en tout cas des signalements pour violences intrafamiliales en direction des femmes, en direction des enfants. Donc on voit bien qu'il y a un équilibre qui n'est pas facile à trouver, je le reconnais bien volontiers, mais un équilibre à trouver entre mesures de protection sanitaire, protection contre le coronavirus et en même temps impératif de redémarrage économique pour à la fois protéger nos citoyens d'un point de vue sociétal mais aussi social. Pardon, j'insiste sur la question qu'a posée à l'instant Edwige Chevrillon et vous n'avez pas vraiment répondu. Pourquoi est-ce que quand on se compare aux autres pays, du point de vue économique, nous sommes les pires ? Eh bien, écoutez, je crois que c'est difficile aujourd'hui d'avoir une position définitive sur le sujet, tout simplement parce que nous ne connaissons pas toutes les conséquences qu'aura cette crise dans le monde, aux États-Unis, dans les autres pays européens notamment, aussi en Chine. Et donc, je crois qu'il faut regarder cela avec prudence à ce stade. Moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Et nous avons été parmi tous les pays du monde, ceux qui avons eu un des plans de soutien les plus massifs à notre économie, que ce soit directement envers les travailleurs avec le chômage partiel, ou que ce soit à l'égard des entreprises pour essayer de maintenir ce tissu économique à tout prix dans la perspective de la reprise et de l'après-crise. Il y a une phrase qui a beaucoup marqué dans la voix d'Emmanuel Macron, c'était le « quoi qu'il en coûte, l'État payera ». Jusqu'à quand est-ce que vous allez pouvoir continuer cette politique-là ou est-ce que vous vous dites à partir d'un certain moment on se retirera, on arrêtera de payer ? Eh bien, évidemment, il y a quelque chose de progressif qui va s'opérer parce qu'il faut laisser le temps aux entreprises de pouvoir se retourner. Il faut laisser le temps à la reprise économique mondiale puisque nous sommes aussi un pays exportateur de ce fer. Et donc, il faut que nous regardions avec le tissu économique, avec les entreprises, mais également avec les partenaires sociaux, comment est-ce que progressivement nous allons remanier les choses, faire en sorte que les entreprises, dès qu'elles reprennent un peu de muscle, dès qu'elles ont un peu de perspective, puissent ne plus être aidées à la hauteur de ce qu'elles sont aidées aujourd'hui. Mais je le répète encore une fois, nous allons avancer progressivement, nous allons avancer prudemment. Notre objectif, il est évidemment la protection sanitaire, mais il est aussi la protection du tissu industriel français. Nous avons d'ores et déjà pris des mesures, je pense en particulier à Air France par exemple, entreprise à laquelle nous avons accordé un prêt extrêmement important. Notre objectif, il est d'accompagner nos entreprises pour qu'elles puissent reprendre sereinement une activité économique rentable et bénéfique pour tous. Sibeth Ndiaye, tout le monde a cet objectif-là, que l'économie puisse repartir, qu'on évite l'écroulement. Selon vous, qu'avez-vous à dire à la CGT, au syndicat la CGT, qui a obtenu par décision de justice que l'usine Renault de Sandouville ne puisse pas rouvrir demain pour des questions de vice de forme, de vice d'information des salariés? Qu'avez-vous à dire à la CGT sur ce sujet, Sibeth Ndiaye ?
Je crois que dans le moment qu'on est en train de vivre, on doit au fond tous se serrer les coudes. Évidemment, lorsqu'il y a des situations qui ne sont pas acceptables, elles doivent être dénoncées. C'est le rôle des organisations syndicales, bien sûr. Ça a été aussi le rôle de l'inspection du travail sous la houlette de Muriel Pénicaud, parce que nous avons vérifié là où ça n'était pas le cas, là où des chefs d'entreprise ne prenaient pas les bonnes mesures de sécurité sanitaire vis-à-vis de leurs salariés, qu'ils puissent être sanctionnés et surtout qu'on puisse faire en sorte que ça soit mieux après. J'ai pas de jugement à apporter sur l'attitude en particulier de telle ou telle organisation syndicale. Ce que je sais, c'est que, évidemment, quand il y a des manquements, il faut les souligner, mais il faut aussi, en quelque sorte, je le disais, se serrer les coudes pour faire mieux, faire plus dans les semaines et dans les mois qui s'annoncent et dont on sait qu'ils seront évidemment très difficiles pour les entreprises, mais aussi pour les salariés. Parce qu'au fond, quand une entreprise ne fonctionne pas, c'est des salariés qui peuvent être au tapis derrière. Vous dites que ça sera très difficile pour les entreprises et pour les salariés. Est-ce que ça veut dire que vous nous préparez à travailler plus? Certaines entreprises et certains syndicats patronaux, le MEDEF, mais aussi des institutions comme la Fondation Montaigne, qui disent il faudra travailler plus, il faudra peut-être réduire les congés, il faudra peut-être réduire les RTT et voire même déplafonner les heures de travail. Est-ce que vous nous y préparez? Est-ce que ça fait partie des choses qui peuvent être envisagées? Aujourd'hui, vous savez, on est dans le quotidien de la gestion de la crise. On a été dans le quotidien de la gestion de la crise pour le confinement, maintenant pour le déconfinement. Évidemment, il faudra se poser les bonnes questions dans la suite, quand il s'agira de faire repartir de manière plus ample l'économie française. Donc moi, j'entends les propositions. À ce stade, elles ne sont pas endossées par le gouvernement, mais il faudra que nous ayons des discussions approfondies avec, je vous le disais, les partenaires sociaux, les entreprises, les salariés, les travailleurs dans notre pays, pour voir comment ensemble, nous pouvons mettre sur la table les meilleures solutions pour faire redémarrer notre économie. Mais d'abord, préoccupons-nous de sauver les entreprises maintenant, d'accompagner les travailleurs, d'accompagner les plus fragiles qui prennent de plein fouet aujourd'hui ce que sont les conséquences de cette crise économique. Et interrogeons-nous plus tard, mais faisons, je crois, les choses dans le bon ordre. On retiendra 3 mots magiques que vous venez de prononcer, Sibeth Ndiaye, à ce stade. Ouais. Il y a beaucoup de questions pour savoir comment on peut relancer l'économie, mais j'ai peut-être d'abord, vous venez de dire qu'il faut soutenir tout le monde. Il y a une tribune qui dit qu'il faudrait ouvrir le RSA au moins de 25 ans. Est-ce que vous pensez qu'effectivement c'est quelque chose qu'il faudrait faire ? Alors, vous le savez, nous avions une réflexion qui était en cours sur le revenu universel d'activité qui posait justement cette question. Nous avons d'ores et déjà pris des mesures d'urgence puisque le Premier ministre, lors de son discours au Sénat, a annoncé une aide exceptionnelle en direction de 800 000 jeunes précaires ou 800 000 jeunes étudiants, précaires ou étudiants, qui évidemment font face à des difficultés parce que les petits boulots auxquels ils étaient habitués pour pouvoir financer leurs études notamment ne sont plus aujourd'hui disponibles, n'étaient plus disponible du fait du confinement, probablement pas beaucoup plus avec le déconfinement. Donc on a déjà eu une aide d'urgence qui se monte à 200 € et qui sera versée dans le courant du mois de mai. Donc il y avait cette réflexion qui existait. Moi je connais pas aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire comment est-ce qu'elle va aboutir sur le revenu universel d'activité, mais sachez que cette réflexion existait d'ores et déjà et que nous avons pris des mesures d'urgence aujourd'hui. Et elle se poursuit. Sibeth Ndiaye, juste une question très rapide sur les soldes. Il y a beaucoup d'interrogations pour savoir quand est-ce que les soldes doivent avoir lieu, sachant qu'évidemment les boutiques ont été fermées. Est-ce qu'il faut ouvrir plus tôt? Est-ce qu'il faut élargir la période des soldes? Quelle est votre position, la position du gouvernement? Aujourd'hui, nous sommes dans un dialogue qui est constant sous la houlette de Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher, avec les organisations qui représentent les commerçants, en particulier les commerces de vêtements, par exemple, la grande distribution aussi, pour savoir ce qu'il convient de faire. Je crois qu'il faut aussi prendre le temps un peu de l'observation pour savoir ce qui se passe, comment est-ce que les Français vont se comporter en termes de consommation dans les semaines à venir, maintenant qu'on commence le déconfinement. Ensuite, évidemment, nous verrons ce qu'il convient de faire pour adapter les choses au mieux dans la perspective d'accompagner évidemment les commerçants dans les semaines à venir. On voudrait aussi vous interroger sur la gestion de cette crise et les 2 mois passés. Les Français jettent un regard sévère sur la façon dont vous avez géré la crise. Selon un sondage IFOP réalisé le 5 et 6 mai dernier, 8 Français sur 10 se disent convaincus que l'exécutif a caché certaines informations. À cela, vous répondez, le gouvernement a été dans une transparence totale.
Comment est-ce que vous pouvez dire ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quoi repose cette affirmation quand le sentiment des Français, c'est que, notamment sur les masques, au lieu de nous dire on n'en a pas assez, donc pour l'instant on ne va pas en distribuer à tout le monde, vous nous avez dit c'est pas utile? Bien, d'abord, je veux souligner sur le sujet précis des masques que le consensus scientifique, il a évolué sur la question et que les décisions que nous avons prises, nous avons toujours considéré qu'il était important qu'elles se basent sur un rationnel sanitaire scientifique. Quand, au début de la crise, au mois de janvier, l'OMS ne recommandait pas le port du masque pour tout un chacun dans la rue, par exemple, ou dans la vie de tous les jours, il n'y avait pas de raison que nous allions plus loin que le consensus scientifique. L'Académie de médecine elle-même, ça n'est que de manière relativement sur le consensus, récente, si vous vous basez sur le consensus scientifique et sur l'OMS que vous citiez à l'instant, il y a une autre question. Outre les masques, c'est la question des tests. L'OMS, au début, elle n'a pas dit confiner, elle a dit tester, tester, tester. Là encore, c'était peut-être une question de moyens de notre côté. Je me permets d'apporter une petite correction. L'OMS a commencé à dire qu'il fallait tester de manière massive, quelque part de mémoire au mois d'avril, et nous avons progressivement augmenté notre capacité de test. Nous étions dans un moment de confinement qui, je crois, était nécessaire parce que nous avions une vague épidémique qui pouvait nous faire craindre que notre système de santé n'y résiste pas. Il a résisté grâce au confinement parce que nous avons brisé les chaînes de propagation de la maladie. Et donc, il convient, dans le cadre du déconfinement, dès lors que nous savons que les contacts entre les individus vont augmenter, que nous soyons capables de tester massivement. Donc, à chaque fois, il y a un rationnel scientifique derrière les décisions que nous prenons. Et oui, je le dis, sur les masques, nous avons évolué en fonction du consensus scientifique. Et donc, aujourd'hui, nous n'avons pas non plus une recommandation ni une obligation de port du masque généralisé en permanence. Nous disons il y a des situations dans lesquelles le port du masque est obligatoire, dans les transports en commun, dans les lieux denses, lorsque au travail on ne peut pas respecter les distances de protection, ce fameux mètre et demi de protection, et donc c'est des situations où il faut de manière obligatoire porter le masque. Nous savons aussi, et nous donnons cette possibilité-là aux commerçants, de restreindre l'accès à leurs magasins uniquement aux personnes qui portent un masque. Donc nous nous sommes adaptés en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques. Mais je vais vous donner un autre exemple sur l'évolution de ce consensus scientifique. Vous seriez allé chez votre médecin au mois de février ou au tout début du mois de mars en lui disant « je n'ai plus de goût et je ne sens plus les choses normalement ». Il n'aurait pas pensé au Covid. Parce que ça n'est que le 20 mars que nous avons eu la première alerte des ORL et des infectiologues pour nous dire que c'était un des symptômes du coronavirus. Donc on voit bien que la connaissance de cette maladie, que la manière dont nous appréhendons la gestion de cette épidémie a pu évoluer au cours du temps et au fond, pour un virus qu'on connaît depuis 4 mois, c'est somme toute assez normal. Donc nous essayons de coller autant que faire se peut à ce consensus scientifique pour adapter notre politique sanitaire. Est-ce que vous ne regrettez pas, Sibeth Ndiaye, d'avoir eu des affirmations comme par exemple le 20 mars dernier quand vous étiez chez Jean-Jacques Bourdin et que vous aviez dit les masques ne sont pas utiles pour tout le monde et vous aviez d'ailleurs expliqué que vous aviez du mal à le mettre, ou alors encore le 4 mars vous étiez sur France Inter et vous avez dit au stade 3 de l'épidémie, on ne va pas arrêter la vie en France, on ne fermera pas les écoles. Est-ce qu'à posteriori, vous n'avez pas des regrets tout de même d'avoir encouragé les Français sur des pistes qui finalement n'ont pas été appliquées, ou en tout cas de ne pas avoir prévenu suffisamment cette crise? Mais écoutez, je vous le dis, nous avons découvert des choses au fur et à mesure de la gestion de cette épidémie. On a découvert des choses d'un point de vue scientifique. Donc quand, en tant que porte-parole du gouvernement, je m'exprime, je parle de ce que nous savons à un instant T et de ce que nous projetons à partir de ce que nous savons. Et donc il est parfaitement normal que ce discours, il évolue en fonction de la connaissance scientifique, sanitaire que nous avons de cette épidémie. Et pardon de vous le dire, mais nous sommes dans un terrain qui aujourd'hui est un terrain mouvant. Peut-être qu'il y a des choses que je vous dis en ce moment même qui seront amenées à évoluer dans les semaines à venir en fonction de la situation sanitaire. Peut-être que dans quelques semaines, on sera amené à apporter des modifications. Mais au fond, face à l'inconnu, il faut bien que nous ayons des ancres. Ces ancres, elles se basent sur un rationnel scientifique, sur un rationnel sanitaire. La parole politique, elle s'adapte aussi à l'évolution de la parole scientifique et de la parole médicale. Et donc, on est dans une
une épidémie qui est inédite dans son ampleur, dans les répercussions qu'elle a, dans la nature même du virus pour lequel nous apprenons des choses qui peuvent paraître extraordinaires sur la manière dont fonctionne la maladie. Et donc, il est logique qu'au fur et à mesure, nous évoluions dans la politique sanitaire que nous mettons en place pour coller au plus près de ce que nous savons. Deux questions très précises, Sibeth Ndiaye. David. Discussion aussi sans doute politique, Sibeth Ndiaye, avec cette affaire des masques. On en apprend chaque semaine. On a découvert cette semaine que jusqu'au mois de mars, des stocks de masques étaient détruits par l'administration française. Le gouvernement s'en est rendu compte à un moment donné et a fait cesser cette destruction de stocks de masques. Question très précise pour vous, Sibeth Ndiaye. Est-ce que vous savez à quelle date exactement vous avez pris connaissance que des destructions de masques avaient lieu? Dès lors qu'un masque est périmé, dès lors que ce masque, une fois passé la date de péremption, est examiné et testé et qu'on ne peut pas l'utiliser, nous ne pouvons pas le mettre à disposition des personnels soignants. Nous ne pouvons pas le mettre à disposition des Français. Ce n'était pas ma question, Sibeth Ndiaye. Ce n'était pas ma question. Je me permets de la répéter. Que nous le fassions. Imaginons. Alors j'entends bien votre question, mais je veux donner un cadre général. Le cadre général, c'est la sécurité sanitaire des Français. C'est la sécurité sanitaire des personnels soignants. Imaginons que nous ayons été dans une situation où, constatant qu'un masque était périmé, sans aucune précaution, nous l'ayons donné, mis à disposition du grand public, mis à disposition du personnel soignant, et qu'il s'avère inefficace. Qu'est-ce que vous me diriez aujourd'hui? Donc oui, il est normal que nous ayons détruit des stocks de masques dès lors que ces masques n'étaient pas utilisables, ni pour les soignants, ni pour le grand public. Au fil de l'eau, et depuis le début du mois de janvier, il y a eu des destructions de masques. Vous en aviez connaissance? Elles n'ont eu lieu que dès lors. Les destructions de masques, elles se font de toute évidence au long cours, au fur et à mesure que les dates de péremption arrivent. Parce qu'on ne peut pas mettre à disposition des Français, je le répète, des personnels soignants, des personnels des établissements médico-sociaux, des masques dont on n'a pas la certitude qu'ils servent à quelque chose. Et donc oui, lorsque vous avez un stock de masques, vous regardez est-ce qu'il est utilisable ou pas utilisable. Et lorsqu'il n'est pas utilisable, ni pour une destination grand public, ni pour une destination soignante, il est normal de le détruire. Mais nous avons aussi eu des masques pour lesquels il y avait une date de péremption récente. Et après test, il s'avérait qu'ils étaient utilisables, que ce soit pour des soignants dans certains cas ou que ce soit pour le grand public. Dernière question sur les athlètes français qui sont rentrés de Wuhan fin octobre. Une question, on a appris qu'ils étaient rentrés et que certains disent avoir été malades. Là, on est fin octobre. Pourquoi est-ce que l'armée ne veut pas les tester? À votre avis, qu'est-ce qui se passe derrière, rapidement, Sibeth Ndiaye? Alors, je n'ai pas connaissance dans le détail de cette affaire, donc je ne voudrais pas porter des assertions sur quelque chose que je ne connais pas dans le détail. Ce que je peux vous dire, en revanche, et dans mon souvenir, c'est que l'alerte qui a été donnée par les autorités chinoises, elle date du mois de janvier, que les premiers cas qui ont été rapportés en Chine, tout du moins au début, ce sont des cas qui étaient de mémoire à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre, sur cette nouvelle pneumopathie qui émergeait dans la province du Hubei et en particulier dans la ville de Wuhan. Donc, j'ai pas de réponse à vous apporter sur ces athlètes-là en particulier parce que je ne connais pas le sujet. Donc, le sujet, simplement pour donner le contexte à ceux qui nous écoutent, c'est que des athlètes français ont été aux Jeux Olympiques, qui sont des Jeux Olympiques militaires qui s'étaient déroulés à Wuhan fin octobre. A posteriori, ils se souviennent avoir été malades en revenant. Ils sont notamment passés par la base militaire de Creil, ce qui évidemment pose question puisqu'on sait que Creil est un des foyers. Et à l'heure où l'on se parle, l'armée refuse de les tester. Et évidemment, ça pose un certain nombre de questions. Et c'est là-dessus que nous voulions avoir votre réponse. Mais vous nous dites ne pas en avoir connaissance. Merci Sibeth Ndiaye d'avoir été avec nous dans BFM Politique, porte-parole du gouvernement. Merci à David Doucan, merci à Edwige Chevrillon. Tout au long de cette journée de veille de levée progressive du confinement, nous sommes ensemble sur BFM TV avec vous, les Français qui avez la parole et qui nous dites ce que vous attendez aussi des jours qui viennent. Pour ma part, je vous retrouve à 17h. À tout à l'heure.